D'habitude, face à un diagnostic médical, il y a une sorte d'attente, de précision absolue. C'est presque mécanique, genre quelqu'un se casse le bras, on fait une radio, et bam, la ligne blanche est là, sur le fond noir. Ouais, le verdict tombe, c'est net. Exactement. Le médecin pointe du doigt, l'os est fracturé. Il n'y a pas de zone d'ombre, c'est binaire. Et d'une certaine façon, c'est rassurant. Je pense que notre esprit adore ce qui rentre dans des cases bien définies. C'est ça, la clarté du monde physique. Mais dès l'instant où l'on bascule dans le domaine de la psychologie du travail ou de l'efficacité humaine, cette belle machine à rayons X, elle vole en éclats. Ah oui, le paysage devient tout de suite beaucoup plus trouble. Totalement. Comprendre pourquoi un groupe d'individus est inefficace, épuisé ou juste démotivé, ça demande un tout autre type d'analyse. Et c'est vraiment le défi central du document qu'on décortique dans notre immersion d'aujourd'hui. Ouais, des extraits de ce livre historique de The Psychology of Management de L.M. Gilbreth. Voilà. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça détruit un mythe tenace. Lequel? L'idée que le management, c'est juste de la rentabilité froide. Exactement. L'idée que le management scientifique viserait à transformer les humains en robots décérébrés juste pour aller plus vite. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, pour notre audience, c'est de montrer que pour Gilbreth, l'efficacité maximale est indissociable du bien-être psychologique. Et ça, c'est vraiment un postulat qui retourne le cerveau quand on y pense. Le texte remet en question la surcharge d'informations, les méthodes arbitraires. En fait, il cherche le pourquoi de l'efficacité. C'est tout à fait ça. Et pour comprendre cette révolution, il faut regarder comment les travailleurs étaient traités avant. Les documents décrivent 3 phases. La toute première, c'est le management traditionnel. Et là, l'individu n'existe même pas, en fait. Pas du tout. Le travailleur est juste vu comme un muscle anonyme au sein d'une masse. Les textes utilisent carrément le terme de gang ou de troupeau. Ah, waouh! Donc on recrute juste sur la force brute, quoi. Oui, et les méthodes n'étaient même pas écrites. Tout se transmettait oralement avec toutes les déformations que ça implique. Le système reposait sur la peur. Un patron qui hurle, qui punit, et aucune séparation des résultats. Genre, si la production baisse, on fouette tout le troupeau pour accélérer la cadence. Jusqu'à l'épuisement, oui. Psychologiquement, c'est le chaos. Quand personne ne sait qui fait quoi, la seule variable, c'est la pression collective. Ça crée une méfiance énorme. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Moi, ça me fait penser à... Imagine un chef d'orchestre qui dirigerait une immense chorale, mais il a les yeux bandés. Et des bougeons d'oreilles. Oh, l'horreur! C'est ça. Il sait que la symphonie sonne faux, mais il est incapable d'isoler la voix du chanteur qui se trompe. Donc sa seule solution, c'est de taper plus fort sur son pupitre et de hurler à tout le monde de chanter plus fort. C'est une super analogie. Et ce bandeux, il commence à tomber avec la deuxième phase, le management transitoire. Là, on commence à noter des trucs, non? Ouais, timidement. On sépare un peu les rondements. Mais le vrai basculement, c'est la troisième phase, le management scientifique. La masse est dissoute. L'individu devient l'unité de mesure. Du coup, pour reprendre ma chorale, c'est le moment où on donne un micro individuel à chaque chanteur? C'est exactement ça. On entend chaque voix. Et l'effet psychologique est majeur. Gilbreth parle de créer un concours athlétique sain. Un concours? Genre une compétition entre ouvriers? Ça pourrait mal tourner, non? Il prend l'exemple du baseball, chaque joueur a ses propres statistiques, tu vois, sa moyenne au bâton, etc. Mais ça ne détruit pas l'esprit d'équipe. Ah, d'accord. Ça donne une fierté personnelle. Voilà, l'individualité est reconnue, ce qui sort le travailleur de cet anonymat écrasant dont on parlait. Bon, une fois qu'on a isolé cet individu, comment on l'utilise au mieux? Parce que les textes parlent de... fonctionnalisation. C'est un mot un peu lourd, ça veut dire quoi en gros? En gros, c'est la fin du contremaître surhumain. Dans l'ancien système, un seul gars gérait tout un atelier. Ouais, j'ai vu la liste des qualités requises dans les sources, c'est absurde. Intelligence, éducation, force physique pour se faire respecter, tact, honnêteté, santé de fer. C'est un profil chimérique, c'est impossible. Ce pauvre gars devait planifier, enseigner, inspecter, séparer les bagarres. Le stress devait être colossal, d'où la tyrannie. Tu m'étonnes. Et donc, la fonctionnalisation, ça change quoi? Le management scientifique divise ce rôle intenable en 8 contremaîtres fonctionnels. Attends, 8 patrons? Pour un seul ouvrier? Mais c'est le meilleur moyen de faire une crise de nerfs? C'est ce qu'on pourrait croire, mais l'astuce psychologique, c'est que ce ne sont pas des patrons qui donnent des ordres contradictoires. Ce sont des experts. Ah, je vois. Le travailleur ne parle au chef de vitesse que pour la vitesse, à l'inspecteur que pour la qualité. L'autorité est divisée par compétence.
Il y en a un qui a un nom très particulier dans les documents, le disciplinaire. Ça sonne comme le bourreau de l'usine, quoi. C'est trompeur. En fait, le management scientifique en fait un pacificateur impartial. Parce qu'avant, le contremaître qui hurlait pour une erreur, c'était le même qui choisissait la punition à la fin de la journée. Niveau biais émotionnel, on était à 100%. Exactement. Le disciplinaire moderne, lui, n'est pas impliqué dans l'incident. Il arrive pour comprendre le pourquoi. Est-ce que l'ouvrier était fatigué? Les instructions étaient mauvaises? La machine en panne? Donc le but, c'est d'ajuster le système, pas de torturer le gars. J'ai même lu que les amendes allaient dans un fonds de solidarité pour les ouvriers. C'est ça. Et là, il y a un vrai débat, il y a une critique lourde sur cette division du travail. Ouais, le fameux pushback. Si on enlève la planification à l'ouvrier, qu'un bureau décide de tout et qu'il ne fait qu'exécuter, on lui vole pas son droit de penser. C'était l'objection majeure de l'époque. Ça ressemble à de la déshumanisation. Mais l'analyse psychologique dit l'inverse. Retirer la planification, ça libère l'ouvrier d'un poids cognitif énorme. La fatigue décisionnelle, en fait. Précisément, chercher le bon outil, hésiter, deviner ce que veut le patron, ça draine le cerveau. Avec une méthode standardisée, le cerveau est libéré. Il peut se concentrer sur l'exécution. Et même innover à côté. L'exemple de John Brasher dans le texte est fou. Oui, l'ouvrier sidérurgiste. C'est ça, le gars qui a fini par regarder les étoiles. Comme son travail quotidien était structuré et ne le vidait pas mentalement, il a fabriqué ses propres lentilles de télescope sur son temps libre. Il est devenu un concepteur d'instruments astronomiques hyper respecté. Donc le but n'est pas d'empêcher la réflexion, mais de stopper le gaspillage mental sur des trucs banals. Ok, mais alors, comment on trouve cette méthode parfaite? On peut pas juste deviner. C'est là qu'interviennent les chronomètres et les mesures, non? Oui, l'étude des temps et des mouvements. Et ils allaient super loin. Ils utilisaient le chronocyclographe. Ah oui, ce truc visuellement dingue. Tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr. Les Gilbreth attachaient de toutes petites ampoules électriques sur les doigts ou les mains d'un travailleur. Puis, ils filmaient avec un temps de pause très lent. Et ça donnait des rubans lumineux sur l'image? Exactement. Ça montrait la trajectoire exacte du mouvement dans l'espace. On voyait les hésitations, les détours inutiles de la main que l'œil humain rate complètement. C'est brillant, mais observer quelqu'un d'aussi près, ça crée un malaise, non? Surtout s'il ne le sait pas. Le texte parle du chronométrage secret comme d'un poison toxique. Ah oui, c'est rédhibitoire. Cacher un chrono dans sa poche, c'est de l'espionnage. Psychologiquement, si l'employé le capte, c'est le réflexe de survie immédiat. Il se crispe, il ralentit ou il fait semblant. C'est le mauvais film d'espionnage qui génère de la paranoïa. C'est ça. Ça détruit ce que Gilbreth appelle le square deal, l'accord de confiance mutuelle. La vraie mesure, ça ressemble plus à un coach sportif avec un athlète aujourd'hui. Genre l'analyse vidéo d'un sprinter pour gratter une fraction de seconde. Voilà, l'ouvrier chronométré doit être volontaire, comprendre que le but n'est pas de l'épuiser, mais de concevoir la méthode qui fatigue le moins possible. Travailler plus court, pas plus vite. Et une fois qu'on a ces données, on reconstruit le travail. C'est la synthèse. Et là, l'exemple de la maçonnerie m'a bluffé. C'est le cas à l'école. Avant Gilbreth, un maçon faisait environ 18 mouvements pour poser une brique. 18? Mais comment c'est Ouais. possible? Il se baissait jusqu'au sol pour ramasser la brique, il la retournait pour trouver la belle face, il se redressait, il cherchait sa truelle. Sur une journée entière, c'est un enfer physique. L'analyse a isolé ça, la synthèse a tout changé. Ils ont créé des échafaudages ajustables, plus besoin de se baisser. Et quelqu'un d'autre triait les briques avant. Du coup, on passe de 18 mouvements à 5. Voire moins. La fatigue lombaire s'est effondrée. Et cette nouvelle méthode optimale, c'est ce qu'ils appellent la tâche. Avec un T majuscule. Sauf que, psychologiquement, le mot tâche, c'est lourd, non? Ça sonne comme une corvée, un impôt à payer. Les auteurs eux-mêmes l'admettent, c'est un problème de sémantique. Dans leur glossaire, la tâche n'est pas un fardeau arbitraire, c'est une réalité mesurée. C'est-à-dire le volume de travail qu'on peut faire sans s'épuiser. Exactement. Et la clé absolue, c'est que le temps de repos est scientifiquement calculé et inclus dans la tâche. Si l'ouvrier tombe malade ou s'épuise, la tâche a été mal calculée, point. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que même avec la meilleure tâche du monde, les meilleurs échafaudages, si l'environnement est chaotique, le cerveau craque. Et c'est là qu'entre en jeu la standardisation, le bouclier de l'attention. Éradiquer la décision de choix. C'est ouf de penser que juste choisir entre deux outils, ça brûle de l'énergie mentale. Ça consomme du glucose, littéralement, et Gilbreth applique ça à l'environnement sensoriel. Il parle des distractions périphériques. Oui, le mouvement dans le coin de l'œil ou les lumières qui clignotent. Le texte relie ça à la psychologie évolutionniste. Oui, notre cerveau est câblé depuis la préhistoire pour réagir aux mouvements sur les côtés. C'est l'instinct de survie.
Le mouvement dans les hautes herbes, ça pouvait être un prédateur? Et ce câblage est toujours là. Donc si des trucs bougent sans cesse autour d'un ouvrier qui essaye de se concentrer, son cerveau lance des micro-alertes en boucle. C'est épuisant de devoir ignorer ça consciemment. Donc, standardiser les murs, la lumière, les allées, ça calme notre cerveau primitif. Pour que la concentration soit naturelle. Et ils vont jusqu'aux vêtements de travail. Ah oui, la critique des cols rigides pour les hommes et des talons pour les femmes à l'usine. Ils disent qu'il faut s'inspirer des vêtements de sport. C'est logique. L'athlète s'habille pour la liberté de mouvement. Un vêtement qui sert, c'est un parasite qui fatigue l'esprit. Il y a aussi ce passage fascinant sur l'apprentissage des nouvelles machines, comme le dictaphone. Oui, comment apprendre sans saturer la mémoire? En standardisant le reste. Gilles Bref disait d'utiliser le téléphone de bureau classique comme support pour le dictaphone. Donc, comme le geste physique reste le même, le cerveau n'a pas à réapprendre une posture en même temps qu'une nouvelle machine. C'est fou. L'environnement devient une mémoire externe. Ça libère la bande passante mentale, complètement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour notre public? L'étude de ces sources montre que la gestion scientifique, c'est avant tout de la psychologie. C'est pas une usine déshumanisée? Exactement. C'est respecter l'individu, mesurer ouvertement, intégrer le repos et standardiser pour protéger l'attention. C'est une immense entreprise de préservation de la santé mentale. Ce qui soulève une question importante. Une petite pensée finale pour le public par rapport à notre époque. Ces principes ont un siècle, pensés pour le métal et la brique. Mais notre environnement le plus chaotique aujourd'hui, C'est le numérique. totalement. Nos écrans, nos téléphones, c'est bourré de l'équivalent moderne du prédateur dans le coin de l'œil. La notification pop-up, le badge rouge qui clignote, le son du message. Notre cerveau réagit à ça exactement comme au mouvement dans les buissons, alerte d'urgence épuisante. Et nous, on évolue là-dedans comme les travailleurs du management traditionnel, du chaos, des interruptions, des centaines de micro-décisions inutiles. La charge cognitive pour trier des fenêtres ou résister à une notif, ça nous vide avant même de commencer à travailler. Imagine si on appliquait la rigueur des mouvements à notre technologie. Chronométrer ces changements d'onglet? Ouais. Créer sa propre tâche numérique, bloquer les distractions, fluidifier les clics et y inclure de vraies périodes de déconnexion totale pour récupérer. En gros, arrêter d'être ce chef d'orchestre aveugle de notre propre cerveau. Devenir les managers scientifiques de notre écologie mentale, tout à fait. C'est une idée incroyable à garder en tête la prochaine fois qu'on se sent submergé par les écrans. Éliminer le mouvement inutile pour redonner à l'esprit la place de respirer. C'est tout pour cette exploration approfondie. Merci de nous avoir suivis.